Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Impossible évidemment de ne pas parler de l'Ukraine. Plusieurs manifestations de solidarité avec les Ukrainiens ont eu lieu cette semaine à Bruxelles, capitale de l'Europe. On en parle avec Marta Barandy, une militante ukrainienne qui vit à Bruxelles depuis plusieurs années, et avec Benoît Ludgen, député européen. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et tout d'abord je vous présente Marta Barandy. Merci d'être avec nous. Vous êtes ukrainienne, vous avez fondé à Bruxelles une ONG qui défend les valeurs de l'Ukraine. Vous êtes une spécialiste en droit international, vous êtes aussi journaliste et vous aimez écrire des poèmes. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une place pour la poésie? C'est quoi votre état d'esprit maintenant? C'est vrai que, merci de m'avoir ici, c'est vrai que j'écris des poèmes quand je suis émotionnelle, mais aujourd'hui je ne me permets pas d'être émotionnelle. Je n'ai pas de temps pour ça parce que des gens en Ukraine ont besoin de notre aide et donc je dois mobiliser mes forces et toutes les émotions à côté, peut-être après. Là, vous êtes dans l'action, vous organisez des manifestations, il y en a un peu partout en Europe d'ailleurs. Manifestations dans les rues, on voit aussi que les citoyens sont prêts à faire des dons, à accueillir des réfugiés. Est-ce que vous sentez que les citoyens européens sont proches de vous ? Oui, bien sûr, on est vraiment très choqués comment des citoyens belges et européens sont ouverts pour nous. On a reçu plus que 700 offres des maisons, des appartements. On a reçu des offres des écoles pour les gens qui viennent. On a plus des offres qu'en fait des réfugiés pour le moment. Vous dites 700 offres au niveau de Bruxelles ? 700 offres, juste nous qui ont reçu les messages par Promote Ukraine, Facebook page, moi des appels, mais il y a bien sûr plus que des gens qui reçoivent des offres. Mes copines disent voilà, j'ai reçu les offres, qu'est-ce que je fais avec ça? Et il y a déjà le Google document où on voit toutes les personnes qui veulent aider et comme ça on va faire le matchmaking après quand des gens viennent, on va voir qui on envoie. On voit que vous réclamez des dons, mais qu'est-ce qui est vraiment utile aux Ukrainiens? Utile pour les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? En fait, on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas encore parlé avec des réfugiés ici, mais bien sûr, c'est aide psychologique tout d'abord. C'est école pour les enfants que directement ils sont intégrés. Peut-être les cours de langue directement aussi pour les enfants. Comme ça, ils peuvent déjà être reçus par les enfants belges. Des vêtements parce que des gens sont partis sans rien. Donc des vêtements, un petit peu tout. On verra, je pense aujourd'hui, demain, des gens arrivent et on va parler avec eux. On n'a pas encore le temps, on n'a pas la possibilité de parler avec des gens qui sont arrivés déjà en Belgique. Votre famille aussi est toujours en Ukraine, en tout cas une partie de votre famille, et je pense qu'elle est passée maintenant en Roumanie. En fait, oui, ma famille était en Ukraine jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui matin, j'ai reçu un message qu'ils ont passé la frontière avec Roumanie. Et peut-être ils arrivent ici, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et une partie, bien sûr, en Ukraine, des hommes ne peuvent pas partir, mais les autres, mes tantes, mes cousines, tout le monde sont là. Aussi mes copines, des activistes de ONG Promote Ukraine sont encore en Ukraine. Et il y a des activistes qui ne veulent pas partir. Ils aident au bataillon et ils vont résister. Alors vous étiez ici au Parlement européen mardi dernier. Il y avait une grande séance extraordinaire présidée par Roberta Metsola, la nouvelle présidente du Parlement européen.
Mais il y avait également ici Charles Michel, Ursula von der Leyen, et le président Zelensky est intervenu à distance pour demander l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'était un grand moment d'émotion pour vous? Oui, on a tout pleuré. On a quelques minutes nous laissé de sentir les émotions. Vraiment, ça me touchait comment tous les députés européens ont applaudi à notre ambassadeur et à notre président, à tous les Ukrainiens qui maintenant sont... qui se battent contre Poutine et son régime. Alors, on va recevoir dans quelques instants Benoît Ludgen, mais précisément, tout d'abord, on va regarder cette image, un extrait de cette intervention du président Zelensky, ici au Parlement européen. Le président Zelensky qui déclare être proche de l'Union européenne, proche des Européens. On regarde. Nous sommes exactement comme vous. Donc prouvez-nous que vous êtes avec nous. Prouvez-nous que vous n'allez pas nous laisser tomber. Prouvez-nous que vous êtes européens. Et alors la vie l'emportera sur la mort et la lumière sur la nuit. Gloire à l'Ukraine. Voilà donc cette intervention du président Zelensky, fortement applaudie par les députés européens. Et on accueille maintenant Benoît Ludgen, député européen dans le groupe PPE, le groupe de centre-droit. Merci de nous rejoindre. Je vous présente Marta Barandy. Bonjour. Et Benoît Ludgen, vous étiez là également lors de ce discours du président Zelensky. Je suppose que pour vous aussi, c'était un moment très fort. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. J'étais dans plusieurs assemblées parlementaires, un moment d'émotion intense, de communion et de mobilisation. Donc un partage puissant, c'est vrai, avec le président et avec l'ensemble des parlementaires, presque tout groupe confondu. On va laisser les grincheux de côté. Non, c'était puissant. Et puissant, et cette puissance d'émotion, elle doit se transformer, elle se transforme en mobilisation européenne et d'unité européenne. Enfin retrouvée, si je puis dire, ou enfin trouvée. C'est malheureux de devoir passer par des crises aussi importantes que celle-là. Et je pense que ce ressenti-là, il a été partagé à travers un écran, parce que c'est aussi ça la réalité des nouvelles technologies, avec un homme qui est à l'abri, mais au milieu de ses concitoyens. L'engagement politique, on se pose parfois des questions par rapport à son propre engagement. Lorsqu'on vit cela, on ne doit pas s'en poser et on doit être mobilisé à 100%. Et c'est peut-être ça le plus important, je pense, de ce qu'on a vécu ces derniers jours. Alors parlons sur le fond. Il demande l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais est-ce que c'est vraiment réaliste ça ? Alors, dans des délais extrêmement courts, ce n'est pas réaliste, mais je crois que c'était vraiment important d'envoyer un signal à la fois de la part de la Commission européenne, et Ursula von der Leyen l'a exprimé, le Conseil, via le président du Conseil, mais également les parlementaires européens, de dire voilà, on a envie de vous accueillir, on a envie d'être ensemble. On sait qu'il y a une procédure, qu'elle peut mettre jusqu'à 10 ans, voire davantage, mais on devra réduire évidemment ces délais. Et puis, nécessité fait loi, je pense. Il y a un phénomène d'accélération. Alors, bien sûr, il y a des règles à respecter, mais elles doivent être accélérées au maximum pour donner effectivement et témoigner à l'égard de l'Ukraine, pas simplement des mots, mais des actes concrets par rapport à cette future adhésion. Moi, au départ, je ne suis pas favorable aux extensions et à l'agrandissement de l'Union européenne, mais il y a un moment donné où il faut prendre ses responsabilités. Mais vous avez voté, et la majorité des députés a voté une résolution en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce n'est pas que symbolique ? Non, ce n'est pas que. C'est la candidature à l'adhésion. Hein. On a voté pour la candidature à l'adhésion, ce n'est pas que symbolique. C'est d'abord symbolique et c'est important de montrer les symboles sont importants aussi dans ces moments-là. Ce n'est pas que symbolique parce que, oui, globalement, l'Ukraine par rapport à. Il y a des critères évidemment respectés, on ne va pas rentrer, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais l'Ukraine représente un pays qui peut effectivement à un moment donné rejoindre l'Union européenne. Ça mettra le temps qu'il faut, mais il ne fallait pas attendre pour le dire et pour montrer effectivement cet élément-là. Le matin, on était en lien avec le maire de Kiev. On était quelques parlementaires du PPE en lien direct avec lui. On a vécu le même phénomène d'émotion. Et voilà, ce sont deux hommes qui sont dans des parcours fort différents et qui deviennent des héros de la nation. Mais héros de la nation, c'est aussi important pour l'ensemble des citoyens ukrainiens en termes de mobilisation et de résistance.
Je viens d'une ville qui a résisté en son temps. Et bien sûr, pour nous aussi, ça nous touche aux tripes, mais ça nous oblige aussi à se dire on ne peut pas ne pas être à la hauteur de ces hommes et de ces femmes et de ces enfants qui se mobilisent. On ne peut pas ne pas être à cette hauteur-là. Et donc voilà, ça nous oblige aussi, je pense, chacune et chacun à être pleinement mobilisés et d'envoyer ces symboles importants. Marta Barandy, vous savez que vous n'allez pas entrer dans l'Union européenne demain. Pas demain, mais j'espère en fait que 2029, vous allez avoir des collègues ici d'Ukraine. Peut-être pas 10 ans, peut-être un petit peu plus vite, parce que l'opinion publique d'Europe est ouverte. C'est plus ouverte qu'on pouvait penser une semaine, ça fait une semaine. Donc l'opinion publique est vraiment importante pour les politiciens de changer leur attitude. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin de faire du lobbying, ce sont les citoyens qui font le lobbying pour vous. Européens, c'est pas nous, c'est plus des Ukrainiens. Des Ukrainiens, ils ont déjà montré le niveau d'engagement aux valeurs européennes, et engagement de héroïsme, protection de terres européennes. C'est nous qui sommes maintenant sur la bataille pour Europe. Donc la population européenne veut ça et je pense que la pression qu'il peut mettre sur les politiciens européens, c'est à notre faveur. Donc j'espère que nous sommes là déjà avant 2029 et comme ça on peut déjà avoir des députés européens d'Ukraine. Benoît Ludgen, on voit que l'Union européenne a pris des sanctions sans précédent. Hein. Elle a aussi décidé de livrer des armes à l'Ukraine. Ça aussi, c'est du jamais vu, en particulier de la part de pays comme l'Allemagne. Est-ce qu'il y a encore une place pour la diplomatie? Est-ce qu'il faut laisser une porte de sortie à Vladimir Poutine? Et comment on fait? En tout cas, on doit garder une place pour la diplomatie, ça c'est une certitude. Je veux dire, on ne sort pas d'un conflit sans que la diplomatie, à un moment donné, ne prenne le relais et trouve les solutions nécessaires. La deuxième partie de votre question, elle est évidemment essentielle, je le pense. La porte de sortie. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, il faut toujours que votre adversaire ait lui-même une porte de sortie. Je sais bien que c'est très dur et très particulier de dire ça aujourd'hui, mais la porte de sortie, j'espère qu'elle sera par rapport à Poutine, ce sera la porte de sortie totale. Totale, ça veut dire la destitution. Ça prendra du temps, on le sait. Cela étant, donc ça veut dire que vous comptez stratégie... davantage sur les généraux russes qui pourraient le remettre en question que sur la diplomatie européenne ou américaine? On doit faire feu de tout bois, si je puis dire, par rapport à cela. C'est certain que, vous savez, quand vous avez des responsabilités, quand vous avez du pouvoir, vous avez tout autour de vous ce qu'on appelle des courtisans qui parfois vous détestent, mais vous trouvent profitables. Mais lorsque cette profitabilité s'en va, parce que on se rend compte que finalement, oui, Poutine, tous ceux qui sont autour de lui se rendent compte qu'aujourd'hui, il ne leur apporte plus tout à fait le bonheur, surtout financier, qu'il pouvait leur apporter. Donc c'est un élément qui peut être important. Alors ce n'est pas un processus court, c'est sans doute un processus long, mais on doit effectivement s'appuyer sur ces éléments-là. On a quand même vu des réactions, bien sûr, de citoyens russes, et je les salue, les citoyens russes qui ont été manifestés, hein, parce que pour eux, c'est 15 jours, minimum, c'est 15 jours de prison. Donc ils font preuve d'un courage aussi immense de contester le pouvoir. On a vu aussi certains courriers de généraux ou anciens généraux russes, déjà bien avant d'ailleurs l'invasion, s'exprimer et prendre leurs responsabilités. Ils font preuve aussi d'un certain courage. Bon, il faudra s'appuyer effectivement sur ces forces-là pour faire en sorte que demain, aussi au niveau de la Russie, l'état de droit, les valeurs que vous avez très bien exprimées, mais elles soient partout en Europe. Et la Russie fait partie du continent européen, pas de l'Union européenne, mais du continent européen. Et sans doute c'est une leçon pour l'Europe aussi de se dire, parmi les critères, il y a des critères, vous le savez, économiques à respecter, pour pouvoir adhérer à l'Union européenne, pour être dans quelque chose qui est semblable, pour que l'adhésion se fasse bien sur le plan économique. Mais l'Europe, c'est autre chose qu'un simple marché et autre chose que des critères économiques. C'est aussi l'état de droit, les valeurs que nous défendons. Et là, elles nous viennent en pleine figure avec effectivement cette résistance ukrainienne, et vous l'avez parfaitement exprimé. C'est clair que si vous faites voter les citoyens européens aujourd'hui, je pense que c'est à 90%, on dit OK, l'Ukraine doit adhérer. Si ça bouge aussi rapidement, s'il y a cette mobilisation-là aujourd'hui, c'est pourquoi?
Tout simplement parce qu'on a aussi une forme de peur. Et peur par rapport à quoi? Par rapport à notre liberté, voir autre chose encore que notre liberté. Alexander De Croo a déclaré, si on ne prend pas des mesures très fortes à l'égard du pouvoir à Moscou, eh bien Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Ça veut dire quoi? Qu'il pourrait effectivement entrer en Moldavie notamment? De Gaulle l'exprimait bien, si face à un dictateur vous reculez, vous allez vous retrouver au-delà du mur. Donc c'est pas collé contre le mur, c'est au-delà du mur. Donc, oui, et je pense qu'on a beaucoup trop tardé. Il y a une forme de complaisance européenne, j'en ai jamais fait partie, voire de fascination de certains politiques européens, belges, français ou autres, à l'égard de Poutine, en trouvant ce type formidable, en termes d'autorité, etc., ou par rapport au nationalisme exacerbé qu'il exprimait. Heureusement, il ne s'exprime plus trop sous cela, et cette fascination, il y avait parfois, au-delà de la fascination, une simple complaisance. Or, l'attaque à l'égard des valeurs européennes, et j'espère de valeurs universelles, elle ne date pas, malheureusement, d'il y a 8 jours. On a quand même été attaqué lors d'élections démocratiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Europe. Et notre réaction, elle a été d'une mollesse absolue. Or, face à ce genre de personnage, je pense que oui, il faut à un moment donné fixer les frontières, être debout et arrêter sans cesse de reculer. Alors il faut le faire avec la nuance nécessaire, dans la gamme de possibilités que nous avons, parce que oui, la diplomatie doit aussi pouvoir jouer son rôle. Marta Barendi, on voit bien que les Européens ont été, et même des spécialistes, ont été abasourdis de voir cette invasion russe en Ukraine. Vous y attendiez, vous dites qu'on était naïf en quelque sorte? Oui, on a vu ça se passer. En fait, en décembre, on a déjà publié un journal. On a Promote Ukraine, on a le journal Brussels Ukraine Review. Et le dernier journal, c'était Courbe d'attaque. Donc, stop des attaques, parce qu'on a déjà entendu que Poutine va faire invasion en Ukraine, mais on ne savait pas quand. Moi aussi, je pensais qu'il va envahir, mais pas assez brutal, juste tuer des gens à l'hôpital, aux hôpitaux, des maisons, va bomber des maisons. Aujourd'hui, vous avez peur de quoi? C'est quoi le pire qui pourrait arriver? Première chose, les attaques, par exemple les attaques chimiques. Qui sait, peut-être aussi, pas peut-être, mais les catastrophes humanitaires, si des gens dans les villages n'ont plus à manger, s'il n'y a pas assez de nourriture, on va voir des gens mourir. En Ukraine, encore deuxième fois, on a eu déjà le génocide, vous savez, Holodomor en 1933. Et maintenant, peut-être encore une fois, on va voir des gens mourir parce qu'il n'y a pas de nourriture. Ça, on a peur de ça, mais la résistance ukrainienne est très forte. On ne donne pas notre terre à Poutine. C'est soit des Russes, soit des Ukrainiens. Je ne pense pas que la place pour diplomatie, c'est fini. Pour nous, c'est fini. On a demandé 8 ans de ne pas de stopper de Nord Stream 2. Okay? On savait que c'est l'instrument de guerre pour Poutine. On a dit ça ici au Parlement européen. On a dit beaucoup de fois, faites les sanctions contre le cercle interne de Poutine, des oligarques. Ne donnez plus de visas, tous les comptes bancaires bloqués, on savait ça. Quand vous parlez de Nord Stream, c'est donc le gazoduc qui relie directement la Russie à l'Allemagne et qui permet en fait de contourner l'Ukraine. Oui, on a vu ça, on a dit ça pendant 5 ans, on a dit que voilà, quand c'est fini, vous allez voir des conséquences, on est là. Donc, Bruno Lidgen, on continue à acheter du gaz russe pour le moment, on devrait arrêter? Alors, on doit trouver les alternatives en la matière, et la mobilisation, elle est immense, et on voit que des décisions sont prises. Et pendant la guerre, le commerce continue, quoi. Oui, là, pour l'instant, dans l'urgence, le commerce continue en partie, mais on va réduire effectivement cette dépendance. La Belgique l'est peu dépendante au gaz russe, mais par contre, des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Roumanie ou d'autres sont extrêmement dépendants au gaz russe. C'est un véritable enjeu. Moi, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Vous allez voir mes votes, j'ai voté effectivement contre ces éléments-là, parce qu'il y a un réel danger. Notre dépendance européenne, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit militaire, qu'elle soit numérique, elle nous fragilise sur le plan international. Et donc,
oui, c'est ces éléments-là qui peuvent effectivement nous consolider et c'est ensemble qu'on pourra y parvenir. C'est une leçon pour tout le monde, je pense, de manque de clairvoyance, certainement, et je ne peux que vous rejoindre dans ce que vous avez exprimé. Si vous me permettez, Oui. pour diplomatie, je voulais aussi dire, il n'y a pas pour nous, pour vous peut-être il y a encore place pour diplomatie, pour nous non, on ne croit pas que Poutine va changer. Qu'est-ce que l'espoir pour nous qu'il y a soulèvement des Russes, des populations russes. S'il y a soulèvement là-bas, peut-être on va, dans quelques semaines, dans quelques mois, on va le change de régime, change de toute la carte géopolitique. Donc c'est pour ça qu'on veut des sanctions fortes pour tous les Russes. Mais est-ce que les Russes sont au courant qu'il y a une guerre en Ukraine? Non, en fait, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends de la côté russe, qu'ils pensent qu'il n'y a pas de guerre et même des gens ici, de Géorgie, même de Lituanie, qui regardent le télé russe, ils disent que oh, qu'est-ce que Zelensky il fait avec vous? Oh, il n'est pas un bon président, c'est des Ukrainiens qui tuent des gens en Ukraine, c'est pas les Russes. Et ça, quand j'entends ça, je ne sais pas comment c'est possible que des gens en Europe pensent ça. Oui. Comment les Européens sont laissés les chaînes russes parler de... Les Russes vont constater qu'il y a une guerre quand il y aura des cercueils avec des soldats russes qui reviendront en Russie. Hein, bien sûr. Sur l'aspect de la diplomatie, comprenons-nous bien, on dit la même chose. Il y a des pourparlers pour l'instant entre les autorités ukrainiennes et, à l'heure où on parle, et les autorités russes. Alors, ce n'est pas Poutine et Zelensky, mais c'est quand même des représentants. Le dialogue, on ne peut pas le rompre. Donc, je veux dire, on doit garder le canal ouvert, même si ça fait mal, mais c'est une réalité. Ne fût-ce que pour ne pas que votre adversaire, qui n'est pas n'importe qui, utilise ça contre vous, comme une arme aussi sur le plan de l'opinion publique, notamment en Russie. Puisque vous avez 1000 fois raison, c'est l'opinion aussi russe qu'on doit pouvoir faire évoluer. Ben, si on laisse Poutine en disant j'essaye de négocier, j'ouvre des portes de négociation, j'ai personne en face de moi, on a coupé les canaux de communication. Donc ce n'est pas possible. Donc quand on parle de diplomatie, pour moi c'est ça, c'est de garder effectivement, de ne pas que cet argument-là se retourne contre vous. Reconnaissons une chose, c'est que l'Europe les utilise à plein, et moi je salue l'action de la Commission, du Conseil et du Parlement. C'est pas tous les jours qu'on peut le dire, vous savez bien, M. Germain, vous connaissez ça par cœur. C'est rare qu'on soit aussi unis et par rapport à cela, et d'être fiers d'être européens, et dans l'espoir que, effectivement, une fois tout cela passé, le plus rapidement possible, ce lien-là entre Européens, parce que nous sommes des Européens, il sera réel, concret dans la vie de tous les jours. Et l'Europe est aussi unie et d'accord pour accueillir des réfugiés, ça n'arrive pas tous les jours non plus. 1 million de réfugiés déjà à l'heure actuelle, plus de 400 000 en Pologne. Il y en aura bien sûr dans des pays comme la Belgique. Alexander De Croo a demandé aux communes de s'organiser pour accueillir ces réfugiés. C'est le cas aussi à Bastogne. Ça s'est fait tout seul, il n'y a même pas eu besoin d'Alexander De Croo. Spontanément, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour dire j'ai une partie d'habitation, un appartement, où je vais me mettre d'un côté de la maison et il y aura l'autre côté de la maison. Où puis-je envoyer ces offres? C'est du jamais vu. Et cette générosité, est-ce qu'elle est difficile à canaliser, à coordonner parce que... Alors, oui, elle l'est toujours dans ces cas-là. Pourquoi on l'avait vécu déjà au niveau des inondations. Il y a une générosité spontanée qui fait qu'on apporte tout ce qu'on a. J'ai de la nourriture, j'ai des sacs de couchage et j'apporte tout ça à la commune. Où puis-je déposer cela? Après, il faut l'organiser, faire en sorte que, oui, d'une part, on doit garder effectivement certains éléments. On a déjà eu l'occasion de s'en entretenir, qui vont servir aux personnes qui vont rejoindre nos villes, nos villages, nos quartiers. Et puis ce qu'on doit envoyer en urgence là-bas, qui demande de la protection, notamment au niveau personnel, gilet pare-balles, etc. Là aussi, l'Union européenne, de toute façon, envoie du matériel en force. Sur l'aspect alimentaire, parce que vous l'avez évoqué, il y a tout le programme d'alimentation mondiale qui se mobilise et qui va subvenir de façon très forte et très puissante en besoin d'alimentation pour la population ukrainienne, là maintenant tout de suite.
Et aussi, parce que ce conflit ne va sans doute pas s'arrêter demain, pour l'avenir, pour l'Ukraine et pour l'ensemble du peuple ukrainien. Donc la mobilisation, elle est aussi mondiale. Vous vouliez ajouter quelque chose, Martha? En fait, on a besoin plus de jeunes, plus de volontaires, peut-être belges aussi, qui peuvent faire des choses en français, un petit peu en néerlandais. Comme ça, on partage notre travail. Mais on est déjà bien mobilisé, on déjà sait qui fait quoi, où il y a des sites où on peut chercher des choses et où il y a des Google documents et manifestations et tout ça. On a déjà la liste. Donc la coordination est bonne, juste des ressources humaines n'est pas... Pour les volontaires qui peuvent venir chez nous. Je dis maintenant peut-être quelqu'un qui veut aider à nous dans notre centre de coordination. Bienvenue. On va expliquer quoi faire. Et Appel voilà. bien reçu. Vous êtes fier d'être européen aujourd'hui, Benoît Lutgen? Sûrement. Je pense qu'on doit tous l'être par rapport à la réaction de l'Europe. Il y a l'aspect de l'émotion, bien sûr, on en a beaucoup parlé. Et cette lueur d'espoir, elle est d'abord entretenue par vous-même, par ceux qui résistent là concrètement, qui font preuve d'un courage incroyable et immense. C'est leur vie qui est en jeu, c'est la vie de leurs enfants, de leur famille. Enfin, je dis, voilà, et des hommes qui se révèlent, des femmes qui se révèlent aussi. Parce qu'il n'y a pas que des hommes, on en a beaucoup parlé des hommes, hein, le président ukrainien sûrement, le maire de Kiev et d'autres. Et il y a des femmes formidables aussi, on le voit dans les témoignages, qui se mobilisent de façon fantastique. Et donc, ouais. C'est incroyable. Pour les femmes, mais merci à l'Ukraine. Et merci à l'Ukraine de nous apporter ce sursaut européen, parce que c'est ça la réalité derrière. Pour les femmes, je veux dire que notre activiste en Ukraine, l'activiste de ONG Promote Ukraine, elle fait le social media chez nous. Maintenant, elle se bat contre l'armée russe et aussi elle fait le cocktail Molotov, elle fait à manger pour l'armée et elle fait notre social media quand elle a le temps, elle est dans le CAF, s'il y a Internet, elle fait notre Twitter. Donc ça, par exemple, c'est ça que des femmes font. Et si je me permets, il y a un mardi, on va avoir la manifestation des femmes pour Ukraine ici à Bruxelles. Prochain, oui, on organise la manifestation. Et la journée des femmes. Oui, donc si quelqu'un peut venir chez nous, des femmes, bienvenue. Il y a aussi le soirée charitable pour les femmes, donc bienvenue. On regardera ça sur votre site. Merci Martha Barendi, merci Benoît Lutgen de vous être arrêté à la Station Europe. Je signale que cette émission a été enregistrée le jeudi 3 mars. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.